Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Cette fois-ci, j'ai invité Lilia pour nous parler de la perception de l'aléatoire. Alors, avant de commencer, on va vérifier que tout fonctionne. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit message sur LinkedIn si vous êtes connecté. On va refresh aussi ici le retour. J'ai l'impression que ça fonctionne, mais c'est toujours mieux avec un petit message de votre part, sachant qu'il y a un petit peu de délai, donc on va attendre un petit peu avant de continuer à parler d'aléatoire. Merci Audrey. Audrey qui nous dit bonjour, tout fonctionne. C'est parfait. Eh bien, on va pouvoir commencer tranquillement. Il y a peut-être, tu veux te présenter ou lancer directement ta présentation? Ouais, bonjour à tous. Je m'appelle donc Lilia, moi je suis UX designer et Alexandre m'a contacté pour vous parler aujourd'hui d'aléatoire. Compte LinkedIn, des petits articles assez succincts sur certains éléments de la cognition de façon générale en lien avec les jeux vidéo. Bon, aujourd'hui, je fais de l'application de l'aléatoire dans. Mais avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà été frustré parce que vous pensez que l'aléatoire a été contre vous, que vous avez été particulièrement malchanceux quand vous avez tiré des cartes ou joué à un jeu de roulette, etc. Alors, en attendant que les personnes répondent dans le chat, euh, moi j'ai tendance à jouer assez régulièrement avec des jeux de stratégie. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours une grosse part d'aléatoire dans ces jeux-là, même si en fonction des éditeurs, des fois il y a des règles pour, on va dire, contrôler le hasard. Et du coup, c'est vrai qu'il y a certains jeux, notamment Blood Bowl, ça peut être un peu frustrant. On jette plein de dés et Mm. puis des fois nos actions foirent. Et ça fait partie, j'ai l'impression, du jeu, mais ça reste frustrant quand ça nous arrive. Donc ça, ça peut être quelque chose d'important. Il y a Audrey qui nous dit, je pense que ça fait partie du jeu, même si ça doit pas être frustrant. Bah exactement, un peu comme moi sur Blood Bowl, du coup. Oui, effectivement, ça fait partie du jeu, l'aléatoire. Donc, vous parlez un peu plus comment on perçoit l'aléatoire, mais aussi comment on peut appliquer ces règles dans des applications, que ce soit du jeu ou des applications plus typiques pour apprendre, par exemple. Donc, la première chose, c'est pourquoi on va utiliser de l'aléatoire. C'est une question intéressante parce que, en fait, il y a 3 points principaux. Le premier, c'est que ça permet d'intégrer une certaine rejouabilité et de la symétrie. C'est-à-dire que d'une partie à l'autre, on n'aura jamais la même partie. Et ça se vérifie même sur des jeux qui sont très simples, comme la bataille. Il n'y a jamais une partie de bataille qui va ressembler à une autre, parce que chaque carte qu'on va tirer sera tirée dans un ordre différent, et pareil pour les cartes de l'adversaire. Donc en fait, ça rend le jeu plus intéressant, parce qu'en fait, sinon, au bout de 3 parties, on s'ennuierait pas mal. Ce qui est intéressant aussi avec l'aléatoire, c'est que ça va créer des émotions beaucoup plus intenses et contrastées que si on n'avait pas d'aléatoire. J'entends par là que quand on va gagner, on va être beaucoup plus heureux, et quand on va perdre, on va être beaucoup plus frustré. Et c'est en partie parce qu'on ne sait pas quel résultat va être produit.
L'imprévisibilité crée beaucoup d'attentes, ce qui fait que quand on a le résultat, nos émotions seront plus fortes. Et le troisième point, c'est que comme les émotions générées et l'imprévisibilité jouent un rôle majeur et produisent du coup des émotions plus fortes, forcément, on va plus interagir avec le produit qu'on a en face. Donc ça peut être de plein de façons différentes. C'est soit retenter sa chance, soit parler de nos défaites et de nos victoires. C'est pour ça aussi que l'aléatoire est intéressant, c'est que ça va pousser les gens à parler du produit et à pousser d'autres gens, du coup, à essayer aussi le produit. Le problème, c'est que quand on parle d'aléatoire, en fait, on n'est pas tout à fait objectif quand on interprète les résultats de l'aléatoire. Notre perception est fondamentalement biaisée. Le truc le plus connu, c'est la croyance dans la loi des petits nombres. Ça veut dire qu'on va appliquer des lois qui s'appliquent sur des énormes séries, sur des séries beaucoup plus courtes. Si je prends par exemple une série de lancers de pièces, là j'ai fait 8 lancers, donc la première série que vous voyez en haut, il y a un nombre égal de piles et de faces. Donc on va avoir tendance à dire que cette pièce elle est plutôt valide et elle n'est pas truquée. Si je prends la deuxième série en bas, on a beaucoup plus de faces que de piles. Et là, on va avoir tendance à se dire que la série, elle est un peu bizarre, elle est probablement truquée. Ou alors l'aléatoire n'est pas respecté. Alors qu'en vérité, en fait, que ce soit sur l'une ou sur l'autre, on peut tirer absolument aucune conclusion. Parce que les probabilités de 50% de piles, 50% de faces ne peuvent se vérifier que sur des milliers de lancers de pièces. Et du coup, la série qui est en bas, elle est certes moins probable si on va faire plein de lancers de pièces, mais elle est toujours possible. Et ça ne veut pas dire qu'on a truqué le jeu. Donc ça, c'est la première chose très importante, c'est qu'on va toujours interpréter les séries en fonction de nos croyances et en fonction des raccourcis de notre cerveau. Parce que notre cerveau aime beaucoup faire des raccourcis. La deuxième, c'est qu'on va avoir tendance à rejeter des séries qu'on considère comme étant trop parfaites ou trop bien distribuées. Si je reprends encore une fois mon exemple des lancers de pièces, la première série paraît plutôt valide et plutôt normale. Donc on va avoir tendance à dire qu'il n'y a aucun problème avec l'aléatoire là-dedans. La deuxième est une succession de piles et de faces parfaites. Et du coup, on va avoir tendance à penser que c'est une série avec une pièce truquée. Que ce n'est pas normal d'obtenir des piles et des faces comme ça de façon aussi distribuée. Sauf que, encore une fois, en fait, avec si peu de jets de pièces, on peut absolument rien conclure. Si ça se trouve, ce serait en fait la première pièce qui est truquée et pas la deuxième parce qu'on a obtenu exactement le même nombre de piles que de faces. Donc ça, c'est très important parce que le rejet arrive très vite. Si on commence à discerner des patterns dans des séries aléatoires, on va très vite les rejeter. La mémoire joue aussi un rôle ultra important dans notre perception de l'aléatoire, tout simplement parce qu'il y a un truc qui s'appelle le biais du parieur. Donc il s'appelle comme ça parce qu'on l'a notamment observé beaucoup dans les jeux de roulette au casino, sur du coup le pari des rouges et des noirs. Mais en gros, ça veut dire que à chaque fois qu'on va parier sur des éléments aléatoires, on va avoir tendance à anticiper de façon erronée certains événements. Et surtout, quand on a eu une grande série d'événements similaires. Si je reprends encore une fois mon petit exemple de la pièce. J'aime bien mon petit exemple de la pièce. J'ai obtenu un pile puis 4 faces. Vu que j'ai eu 4 faces, je vais avoir tendance à surestimer les chances d'avoir un pile au prochain coup. En fait, je vais penser que le pile m'est un peu dû parce qu'il y a eu beaucoup de faces avant. La réalité, c'est que
il n'y a absolument aucun rapport avec ma série de 4 faces et mon prochain coup, parce que chaque lancé de pièce a une chance sur 2 de tomber sur pile ou sur face. Donc les occurrences de plusieurs faces sont possibles, mais ça veut absolument pas dire que je vais obtenir nécessairement plus un pile qu'un face à mon prochain coup. Et du coup, c'est pareil à la roulette. On voit que les gens ont tendance, après une grande série de couleurs rouges qui sont sorties, à plus parier sur le noir. Alors que si ça se trouve, on peut obtenir d'autres rouges. Et ces séquences-là de coups similaires, en fait, elles vont rester plus en mémoire que des coups classiques. Je reprends ma série de pièces. Donc la première, les piles et les faces ont l'air de s'alterner plus ou moins de façon normale, sauf que sur la deuxième, je vais avoir 4 faces de suite. Donc en fait, je vais plus retenir le fait que je vais avoir 4 faces de suite, d'autant qu'en plus, ça va me faire conclure que la série est un peu bizarre. Et je vais d'autant plus la retenir si cette série ne joue pas en ma faveur. Imaginons que sur la deuxième série, j'ai parié sur le pile. J'ai eu un pile, 4 faces, puis enfin un pile. Je suis quand même globalement perdante sur cette série-là parce qu'il y a eu beaucoup plus de faces. Et je vais retenir le fait que d'un coup, il n'y a eu que des faces. Du coup, je vais conclure plus vite que le jeu triche. Et une fois qu'on a conclu que le jeu triche, ça va être extrêmement difficile de revenir sur notre décision. Donc, ces séries-là, en fait, produisent un effet supplémentaire et renforcent les sentiments que la pièce est truquée, donc que l'aléatoire n'est pas respecté. Et comme je l'ai dit, une fois qu'on croit que le jeu triche ou que l'aléatoire est contre nous, ça va être super dur de revenir sur notre décision ou de nous convaincre que l'aléatoire a été respecté. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans notre vie quotidienne qui s'appelle le biais de confirmation. Donc ça va être cette tendance à confirmer nos croyances plutôt qu'à traduire des événements qui arrivent comme une preuve que notre croyance est fausse. Je reprends ma série de pièces un peu bizarres où les piles et les faces s'alternaient de façon parfaite. Donc, si je fais un 9e coup et que j'obtiens un pile, je vais confirmer qu'effectivement, la série est truquée parce que le résultat qui est sorti était conforme à mes attentes. Sauf que si mon 9e coup, c'est un face et que du coup, il brise le schéma que j'ai déjà observé, je vais avoir tendance à quand même dire que la série est truquée et que la preuve qui m'a été apportée que peut-être que non, ça ne veut absolument rien dire. Et du coup, quand on parle d'aléatoire, ça va être quelque chose de super important parce qu'une fois qu'on est convaincu que l'aléatoire joue contre nous ou qu'il y a une triche quelconque, ce sera très très dur de nous faire revenir sur notre décision. Et toutes les séries aléatoires qui vont venir ensuite, qui vont venir infirmer notre théorie, vont passer plus inaperçues que des séries qui viennent confirmer ce que l'on pensait. D'où cette influence importante de la mémoire, ainsi que l'influence de tous ces biais du parieur, l'assaillant et le biais de confirmation, ainsi que la loi des petits noms. Ces résultats-là, aléatoires, on peut un petit peu influencer sur leur perception quand même. Donc, quand on obtient un résultat via l'aléatoire, les retours qu'on va faire sur l'écran notamment, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines, va venir influencer comment on perçoit en fait la récompense qu'on a eue. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Donc, c'est quelque chose
intéressant parce qu'en plus, quand on parle d'aléatoire, on s'attend à avoir une récompense visuelle et sonore à la hauteur de la récompense qu'on a obtenue. C'est quelque chose qu'on va énormément voir dans des jeux comme des gachas. Donc les gachas, c'est le fait d'avoir la possibilité d'acheter des lots dans lesquels on ne sait pas à l'avance ce qu'il va y avoir. Donc il peut y avoir dans des équipements, des cosmétiques, des personnages. Donc en fait, quand on obtient quelque chose de rare, on s'attend à ce que ça brille de partout, à ce qu'il y ait une fanfare. Et ça va venir renforcer le fait qu'on est content d'avoir gagné. Ça va venir encore plus renforcer les émotions qui sont provoquées par le résultat de l'aléatoire. Et c'est quelque chose auquel le joueur s'attend aussi. Il sera plus déçu même s'il a eu quelque chose de rare, s'il n'y a pas de récompense visuelle à la hauteur, que s'il a obtenu quelque chose de totalement classique. Donc, les retours sensoriels doivent être équilibrés et faits en fonction de la rareté de ce qu'on en obtient ou de la valeur de ce qu'on obtient. Et c'est quelque chose d'intéressant à observer aussi, c'est que, en fait, on s'attend aussi à ce que plus on investit du temps ou de l'argent dans des processus aléatoires, donc ça se retrouve beaucoup dans les TCG, donc les cartes Pokémon, One Piece, il en est sorti tout plein ces dernières années. Plus on va investir de l'argent, plus on va investir du temps, plus on veut que visuellement, il y ait une différence entre ceux qui ont peu investi et ceux qui ont beaucoup investi. Si on prend l'exemple des cartes Pokémon, la carte de gauche, c'est une carte de base, donc ça veut dire qu'elle sera facilement trouvable en ouvrant peu de boosters. Donc on voit que l'illustration est plus petite, il y a plus de jaune, plus d'espace vide, beaucoup d'écritures qui sont en premier plan. Donc elle donne une espèce de qualité moindre visuelle. Alors que pour la carte de droite, c'est une carte qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Donc on voit que l'illustration prend toute la carte, il y a des effets brillants. Donc ça donne vraiment une plus-value à la carte qui, d'un premier coup d'œil, on peut voir que potentiellement la carte coûte plus cher que celle de gauche. Et du coup, plus on va investir dans des boosters, parce que c'est des cartes qui sont très difficiles à trouver, plus on s'attend à ce que la carte soit belle, entre guillemets, et qu'elle se différencie par rapport aux autres cartes. Donc, ça veut dire que grâce au retour, au feedback, on va pouvoir influencer sur la perception des produits aléatoires et donner beaucoup plus de satisfaction quand on gagne, ce qui va aussi réduire la frustration quand on perd. Donc, on va utiliser beaucoup ces effets-là, comme je disais, dans des achats de lots dont on ne connaît pas le contenu à l'avance. Ça va venir nourrir des différences intéressantes qu'on peut observer entre la chance, le hasard et la compétence. Alors, pourquoi différencier ces 3 points ? Parce que, en fait, la chance et le hasard ne font pas référence à la même chose. Le hasard, lui, ça va plus faire référence au processus lui-même. Donc, ça va être le produit, en gros, du processus aléatoire pur. La chance, elle, c'est vraiment une interprétation qu'on va faire du processus. Donc la chance, c'est l'interprétation du hasard. Si par exemple, je joue au Yams, le Yams, c'est le fait de lancer 5 dés et d'essayer de scorer le plus de points en fonction de ce qu'on obtient avec les dés. Le hasard me dit, sur ma série que vous voyez à l'écran, j'ai obtenu 3-1
et 2, 2. Voilà, c'est tout. Il y a ça sur mes 5 dés. Donc, du point de vue du hasard, j'ai juste une série de dés avec des chiffres dessus. La chance, elle, me dit, si je joue Yams, j'ai obtenu un full, parce que j'ai 3 dés d'une même valeur, plus 2 dés d'une même valeur. Et un full, ça rapporte beaucoup de points, donc je suis contente d'avoir eu un full. Mais le truc, c'est que du coup, cette interprétation, elle va être changeante en fonction de l'état du jeu. Imaginons, j'ai déjà scoré un full. Au Yams, on ne peut pas scorer 2 fois dans la même case. On ne peut pas scorer 2 fois le même résultat. Donc en fait, le fait d'avoir eu un full, forcément, je vais être moins contente parce que j'ai déjà mis mon full. Donc je ne peux pas remettre des points dans le full. Et j'ai perdu une occasion de faire plus de points dans une autre catégorie. Donc, vous voyez bien que l'interprétation qu'on va faire des résultats aléatoires va changer au fur et à mesure d'une partie et de son contexte. Donc en fait, la chance, le fait de se trouver chanceux ou pas chanceux, va extrêmement dépendre du contexte. Et ça se retrouve aussi dans les lots de loterie, par exemple. Si on nous propose une trottinette électrique ou un voyage, il y en a certains qui vont se trouver très chanceux d'avoir gagné la trottinette électrique, et d'autres qui vont dire j'ai pas eu de chance, j'ai eu la trottinette alors que j'en ai déjà une, par exemple. Donc c'est des choses à prendre en compte quand on conçoit des systèmes à base de chance et de hasard. Parce que se considérer chanceux ou malchanceux va extrêmement dépendre du contexte. C'est aussi intéressant de s'intéresser à la différence entre chance et compétence. Pourquoi ? Parce que l'aléatoire, en fait, permet de lisser un petit peu les niveaux et de provoquer certains comportements. On retrouve extrêmement ce genre de choses dans les jeux de société, par exemple. Le fait d'avoir un aléatoire conséquent va faire qu'en fait, les niveaux vont de plus en plus se rapprocher. Ça se retrouve beaucoup dans les jeux de société qui mettent en face des populations qui sont extrêmement différentes. Par exemple, des adultes qui jouent avec des enfants. On va beaucoup miser sur des composantes aléatoires parce que ça ne fait pas entrer de la compétence et ça permet de remettre au même niveau des gens qui n'ont pas du tout la même maîtrise. Et donc, on voit que plus on va avoir d'aléatoires dans les jeux, moins on aura de compétences. Et à l'inverse, plus on aura de compétences ou de stratégies, moins on aura d'aléatoires. Et ça, donc on le retrouve par exemple dans le ski-jo. Donc c'est un jeu où il y a énormément d'aléatoires parce qu'on a 9 cartes devant soi qui sont face cachée, dont on ne connaît pas la valeur. Un tas commun de cartes dans lesquelles on peut piocher. Et le but, ça va être de scorer le moins de points possible. Sauf que comme on ne connaît pas ni ces cartes, ni les cartes en face, ça va permettre de jouer avec un énorme public. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles au ski-jo. Parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires. Si on prend l'autre côté du spectre, on va avoir par exemple le Terraforming Mars, qui est un jeu de stratégie où il faut construire sa colonie à l'aide de ressources. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus de stratégie. Donc, l'aléatoire est toujours présent, parce qu'on veut toujours quand même de la jouabilité, etc. Mais la stratégie va prendre le pas sur l'aléatoire. Et c'est important de garder cette différence entre la compétence et l'aléatoire. Parce que l'introduction de l'aléatoire permet d'avoir de la rejouabilité, mais aussi d'agrandir sa base de personnes qui peuvent jouer. Mais il faut quand même toujours veiller à ce qu'il y ait une différence entre quelqu'un qui maîtrise vraiment les règles et les stratégies et quelqu'un qui ne les maîtrise pas du tout. Et c'est encore plus vrai quand on a des jeux compétitifs. Donc il faut toujours trouver un bon équilibre entre l'introduction de l'aléatoire
et le niveau de compétence nécessaire pour pouvoir l'emporter sur son adversaire. L'introduction de l'aléatoire permet aussi de développer de nouvelles stratégies. Dans les jeux, par exemple, ça va être l'adaptabilité. Quand on joue aux cartes et qu'on tire les mauvaises cartes, il va falloir qu'on trouve d'autres stratégies, de nouvelles stratégies pour pouvoir essayer de l'emporter, même si le tirage a été mauvais pour nous. Et ça aussi, c'est intéressant et ça se retrouve dans beaucoup de jeux de cartes, qui soient vidéo ou physiques, comme Legends of Runeterra, Hearthstone ou encore Magic pour les cartes en physique. En fait, on se rend compte que grâce à l'aléatoire, on va faire émerger de nouveaux comportements et de nouvelles stratégies qui sont tout aussi intéressantes à explorer, tout en permettant à des plus néophytes de rester dans la course, entre guillemets. Mais il ne faut pas oublier, donc, on veut garder un certain niveau de maîtrise et on veut quand même pas que les systèmes soient complètement aléatoires. Et ça, en fait, on peut le régler en remettant du contrôle dans les mains de l'utilisateur ou du joueur. Il faut toujours, dans des systèmes aléatoires, qu'il y ait une espèce de moyen de remettre une décision à un moment donné dans les mains de l'utilisateur. Dans les jeux de cartes, si je reprends mon exemple de jeu de cartes, ça va être par exemple quelle carte je vais jouer, comment je prépare mon deck, quelle carte je vais jouer à quel moment. Dans des jeux comme le blackjack, ça va être quand est-ce que je continue, quand est-ce que je m'arrête. Au blackjack, il faut atteindre 21 sans le dépasser, en tirant des cartes d'un jeu de cartes classique. Ça va être à nous de choisir, est-ce que je prends le risque de tirer une carte supplémentaire et de dépasser 21 et de tout perdre, ou est-ce que je m'arrête là et que je prends le risque de perdre face à mes adversaires, ou de perdre ma mise, d'avoir moins que mes adversaires. Donc ça, c'est un choix qu'on remet dans les mains de l'utilisateur. Et ça se retrouve aussi beaucoup dans les systèmes de roues à tourner, qu'on retrouve pas mal dans les applications à l'approche des fêtes, par exemple, pour gagner des lots. Et ça va être à nous de décider quand est-ce qu'on va stopper la roue. Et c'est important de rajouter ce contrôle-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va déplacer une partie de la frustration sur l'utilisateur plutôt que sur le système lui-même. Si le système était complètement aléatoire, la frustration n'en serait que plus grande quand on perd, parce qu'on n'a rien pu faire pour empêcher ce résultat. Alors que si on remet une sorte de contrôle dans les paramètres aléatoires, ça va remettre une partie de la responsabilité, non pas sur le système du coup, mais sur l'utilisateur. Si je reprends mon exemple du blackjack, si j'ai perdu, c'est aussi en partie parce que j'ai pris le risque conscient d'aller plus loin, alors que si ça se trouve, j'aurais pu m'arrêter là et gagner une meilleure mise. Donc, on a vu que l'aléatoire, de façon globale, était très biaisé. Notre perception de l'aléatoire était très biaisée et qu'il y avait quand même des moyens de réduire la frustration par rapport au résultat de l'aléatoire. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on aura encore plus de contrôle sur les résultats de l'aléatoire pour se rapprocher en fait de nos perceptions de cet aléatoire. Donc une manière élégante de faire, c'est donc d'utiliser l'aléatoire différemment ou de contourner ces règles un petit peu sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Pour des systèmes numériques, on a par exemple ce qu'on appelle l'aléatoire adaptatif. Donc ça veut dire qu'on va ajuster l'aléatoire, ajuster les probabilités en fonction de ce que l'utilisateur ou le joueur a fait précédemment. Ça veut dire qu'on va venir essayer de lisser les résultats très malchanceux et très chanceux pour les ramener en fait sur une même fenêtre. C'est ce que j'ai essayé de schématiser grossièrement avec ma petite courbe normale. C'est qu'en fait, les séries très malchanceuses et très chanceuses arrivent rarement, mais elles arrivent.
Et l'aléatoire adaptatif va essayer de resserrer les résultats pour qu'il n'y ait plus ces extrêmes qui génèrent soit de la frustration, soit des pertes au niveau de l'entreprise, parce que on a aussi des objectifs business qui peuvent rentrer en compte. Je vais en parler un petit peu juste après. Mais du coup, on n'a pas forcément envie qu'il y ait des gens qui soient extrêmement chanceux et qui raflent beaucoup, et beaucoup trop. Donc, on limite les extrêmes, et on va venir modifier, en fait, sans que l'utilisateur puisse s'en rendre compte, les probabilités qu'on a derrière. Si je reprends mon petit exemple de pièce, ça veut dire que j'ai eu un premier pli. J'ai eu une série ensuite de 4 faces. Et ben, si j'utilise de l'aléatoire adaptatif, je vais forcer le résultat de la dernière pièce sur un pile pour varier un peu les résultats. Ça se retrouve un peu aussi dans les jeux avec des taux de précision. Imaginons, j'ai un personnage qui a 90% de chances de toucher son ennemi. Je rate une fois, je rate 2 fois, je rate 3 fois. Ça commence à faire beaucoup pour un 90%. Je me dis, il y a un problème. Et bien la 4e fois, sans que le joueur le voie, on va modifier la probabilité à 100%, donc il sera sûr de toucher. Et comme ça, on va briser en fait cette série très malchanceuse qui peut arriver, mais qui reste très malchanceuse. Et c'est une mécanique qui peut s'appliquer très facilement à beaucoup de systèmes. Par exemple, dans les jeux vidéo, je vous parlais un peu de jeux vidéo parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, on a dit que l'aléatoire servait essentiellement à la rejouabilité, mais aussi l'aléatoire sert beaucoup à l'investissement, que ce soit l'investissement en temps, mais aussi en argent. C'est-à-dire que si je vais aller me battre contre des monstres, je vais essayer d'avoir des équipements qui sont rares. Et les équipements rares, ben, on peut les avoir que si on a battu beaucoup de monstres. Par exemple, j'ai 3% de chance d'avoir telle ou telle récompense. Et ben, ça va me pousser à jouer beaucoup plus, donc à investir beaucoup plus de temps dans le jeu. Et pareil, au niveau de l'argent, je parlais des gachas tout à l'heure, qui sont un peu les champions dans le domaine. Et ben, le fait de ne pas savoir ce qu'on va obtenir dans chaque lot et de vouloir obtenir des récompenses rares, ben ça va nous pousser à dépenser toujours plus. Et les gachas font quelque chose aussi qui est très intéressant, enfin, pas pour ceux qui mettent la main à la poche, évidemment, mais de point de vue de l'aléatoire, c'est qu'ils vont forcer, en fait, ils vont adapter l'aléatoire et vous dire, si vous n'avez pas eu de chance, vous êtes sûr au bout de 10 coups, 10 lots ouverts, d'avoir une récompense rare, de telle rareté. Et ça, en fait, ça va nous pousser à dépenser encore plus, parce qu'on se dit, bah, si j'ai pas été chanceux sur mes, imaginons, 5 premiers jets, bah, je vais aller au 10e, parce que j'ai déjà dépensé pour 5. Je vais me dire que c'est pas grand-chose de dépenser pour 10, et du coup, je vais dépenser pour 10, et j'aurai dépensé bien plus d'argent que ce que je pensais au départ. Juste parce que je suis certain d'avoir quelque chose après mes 10 lancés. Même si l'aléatoire n'a pas été en ma faveur. Donc on va venir utiliser l'aléatoire adaptatif, et pour venir comme ça pousser à l'investissement en temps ou en argent. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu aussi dans les applications numériques. Il y a un cas qui est assez intéressant à regarder, qui est le cas des applications de jeux d'argent comme BetClick ou Winamax, parce que c'est un domaine qui est très 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 réglementé, surtout dans les gains. On a la loi sur l'addiction aux jeux en France qui fait qu'il y a un organisme gouvernemental qui vérifie régulièrement qu'est-ce que ces entreprises-là ont donné comme argent, comme produit, etc. Et ils doivent prouver qu'ils n'ont pas poussé leurs joueurs à l'addiction. Donc en fait, ils jouent toujours avec la ligne de pousser les gens à jouer sans les pousser à jouer. C'est toujours flirter avec le risque.
Et sur ces applications-là, il y a souvent des mini-jeux qui sont aléatoires, des roues à tourner, j'arrête et j'encaisse ou je continue et je perds tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que eux, ils sont obligés de contrôler finement leur aléatoire pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont donner et quand. Et ce contrôle de récompense, on le retrouve un petit peu dans les applications plus éducatives. Donc là, je prends l'exemple le plus connu qui est Duolingo. C'est que on va venir s'adapter c'est quelque chose que l'on peut faire, c'est s'adapter à ce que fait l'utilisateur, comment il va venir sur l'application, qu'est-ce qu'il va faire dessus, pour lui donner des récompenses aléatoires, entre guillemets, en fonction de son historique. Par exemple, je veux que vous n'ayez plus d'endurance et que du coup, ça vous pousse à acheter plus d'endurance, je vais vous donner des bonus d'XP pour faire plus de leçons. Je vois que je risque de vous perdre bientôt, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, vous avez une grosse série de jours d'affilée où vous avez fait vos leçons, et je vais vous donner un gel de série. Ou alors, je vois que vous n'avez plus beaucoup de gemmes, je vais vous donner des gemmes. On peut comme ça adapter un petit peu nos récompenses ou alors forcer certaines probabilités d'aléatoire. Le dernier cas qui est intéressant à explorer, c'est le cas des... donc en fait, toutes ces applications numériques, elles ont des objectifs un peu similaires, qui est la rejouabilité ou l'engagement. C'est-à-dire, on va revenir de plus en plus sur l'application, on va en parler. Toujours de l'investissement, même si là, ce sera plus tourné vers de l'investissement monétaire plutôt que de l'investissement en temps. Et surtout, un contrôle très fin des coûts. Parce que ça reste des entreprises qui ont des énormes objectifs business. Donc, on ne va pas vouloir donner trop, mais on veut vouloir donner assez pour que vous continuiez à utiliser les applications. Et ça se retrouve aussi dans les roues qu'on tourne sur les applications à l'approche des fêtes. On veut qu'il y en ait une très minorité qui gagne quelque chose pour faire la pub de l'application, mais la plupart gagneront juste quelques bons de réduction qui ne coûtent pas grand-chose à l'entreprise. Et le dernier cas à explorer qui est intéressant, c'est le cas des supports physiques. Parce que les deux cas qu'on vient de voir, on peut facilement utiliser l'aléatoire adaptatif dont on a parlé. Mais sur des cas physiques, par exemple des jeux de société, on ne peut pas être chez vous à contrôler ce que vous pouvez voir ou pas voir. Quand vous lancez un dé, quand vous piochez une carte, on ne peut pas contrôler sur quel numéro le dé va tomber ou quelle carte vous avez pioché. Donc on ne peut pas utiliser cet aléatoire adaptatif sans que vous vous en rendiez compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire de nouvelles règles pour essayer de contrer un aléatoire qui serait un peu en votre défaveur. Parce qu'on veut quand même garder de l'aléatoire, parce que ça fait de la rejouabilité. Donc ça, c'est absolument vital pour des jeux de société, parce que c'est là-dessus qu'ils font leur business quand même. Mais on va intégrer des règles tierces qui vont permettre en fait de réduire la frustration par rapport à des aléatoires qui vont être très en notre défaveur. Ça peut être, par exemple, si je tire des cartes qui n'ont pas été bonnes, je peux les recycler pour avoir des ressources supplémentaires qui me manquent. Ça peut être, je peux piocher beaucoup de cartes pour avoir le choix de quelles cartes je vais pouvoir jouer. Ça peut être aussi, si on reprend l'exemple du Yams, de laisser le choix au joueur de où il va scorer en fonction de ce qu'il a obtenu comme dé. Et de aussi intégrer des résultats tiers qui permettent de profiter d'une série de dés particulièrement mauvaise. Par exemple, j'ai obtenu un 1, 2, 3, 4, 5 à mon jet de dés, ou un 1, 2, 3, 4, 1. C'est une série plutôt mauvaise, il n'y a rien à en tirer,
Mais il y a certaines règles du YAMS, parce qu'il existe plusieurs variantes. Il y a certaines règles qui permettent de mettre dans le moins, par exemple. Ça veut dire qu'on veut mettre un score où on a fait le moins de points possible. Donc, on va toujours essayer comme ça, de mettre des petits facteurs, des petites règles qui permettent de se sortir de situations où vraiment on n'a pas eu de chance. Après, ça n'empêche pas de quand même vraiment pas avoir de chance. C'est toujours possible, mais il est possible de proposer des mécaniques qui permettent un peu de contrer l'occurrence en fait de ce genre de malchance. Donc, quand on parle d'aléatoire, en fait, on ne parle pas vraiment de l'aléatoire pur et simple. Souvent, on parle de la perception qu'on en a qui est fondamentalement subjective. Cet aléatoire, il est souvent aussi contrôlé dans tout ce qu'on utilise. En fait, c'est rarement un aléatoire pur, parce qu'un aléatoire pur génère énormément de mauvaises frustrations, qui fait que soit on abandonne l'application qu'on utilise, soit on en fait de la mauvaise pub, ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est toujours intéressant de considérer l'aléatoire comme une donnée de conception, parce que un aléatoire qui est bien pensé va permettre d'avoir des meilleurs retours, d'avoir une meilleure utilisation et de déplacer, comme on a dit, la frustration du système vers l'utilisateur et ses choix. Mais pour ça, il faut équilibrer plusieurs paramètres. Il y a une chose dont j'ai pas tellement parlé durant cette présentation, mais qui est intéressante aussi à savoir, c'est la transparence. Savoir quel est mon pourcentage de chance de gagner me redonne un petit peu confiance au système. Il y a aussi la qualité des retours. Quand je gagne, je veux voir que j'ai gagné, je veux qu'on me félicite d'avoir gagné, parce que j'ai eu de la chance. Et il y a surtout remettre du contrôle dans les mains de l'utilisateur. C'est lui qui choisit quand il arrête sa roue, c'est lui qui choisit quand il s'arrête, c'est lui qui choisit quelle carte il va jouer et comment. Donc en fait, on est en droit de se demander si l'aléatoire est vraiment aléatoire dans tout ce qu'on utilise. Parce qu'au final, comme on l'a vu, en fait, on va essayer de rapprocher l'aléatoire en termes techniques de l'aléatoire perçu. En fait, toutes ces règles sont vraiment créées juste pour essayer de se rapprocher de comment nous, on perçoit l'aléatoire plutôt que d'un aléatoire pur et simple. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Ouais, merci Ilia pour la présentation, c'était très chouette. L'aléatoire, comme on le voit, c'est pas quelque chose qui est si simple que ça. Il y a plein de petits réglages à faire pour que l'expérience soit chouette. Et en plus, il y a l'aspect réglementaire, notamment dans les jeux d'argent, les gachas, etc. Et donc il y a plein de choses à en dire. On va voir un petit peu si on a des questions, si on a des sujets à réaborder en particulier. Mais on a eu tout à l'heure une question de Audrey qui est comment équilibrer l'aléatoire compte tenu des différents profils de joueurs et des biais cognitifs différents. Alors, tu as un petit peu répondu avec, de façon générale, voilà, les bonnes pratiques pour adapter l'aléatoire, etc. Mais est-ce que tu as d'autres choses à nous partager là-dessus? C'est vrai que c'est intéressant, comme pour tout, surtout quand on fait des jeux, de s'adapter à différents profils de joueurs. En fait, comme je disais, ça va énormément dépendre du niveau en fait qu'on veut atteindre dans des jeux. Par exemple, ça va être plutôt le niveau de difficulté. Donc, si on s'adresse à un public très jeune ou à des publics très différents, je pense notamment, comme je disais, à des jeux où des adultes jouent avec des enfants. Là, effectivement, on va remettre beaucoup d'aléatoires. Et en fait, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais ça va être beaucoup selon les tests, en fait. Il faut énormément tester, surtout avec de l'aléatoire et de l'aléatoire un petit peu truqué. Parce qu'en fait, le plaisir de jeu va venir en fait supplanter vraiment des mécaniques d'aléatoire pures et dures. Donc en fait, à part énormément tester, il n'y a pas de formule magique, malheureusement. Et il faut s'adapter comme ça, quoi.
C'est vrai que les tests, de façon générale, quand on est en train de faire un jeu, c'est assez crucial. Et tout ce qui est un peu équilibrage, et notamment, du coup, justement, gestion de l'aléatoire, c'est quelque chose qui demande encore plus de tests, quoi. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, Audrey, ou si tu as envie de préciser quel type de jeu tu avais peut-être en tête par rapport à ça. Au-delà de la perception des joueurs, je pense que dans les jeux, j'essaie de réfléchir un petit peu à chaque jeu où j'ai rencontré particulièrement du hasard. J'ai l'impression qu'il y en a certains, c'est aussi une question comment dire, de choix, de design de l'éditeur. C'est-à-dire que moi, du coup, je joue à des jeux de stratégie avec des figurines. Et on en voit un petit peu par là-bas. Vu que c'est des jeux de stratégie, généralement, il y a une part importante qui est la compréhension des règles, de ce que fait son équipe, son armée, celle de l'adversaire. Et donc il y a de l'aléatoire, mais le but c'est qu'il y ait quand même suffisamment de contrôle dessus pour que les joueurs qui jouent mieux gagnent. Euh, pour autant, c'est pas forcément le cas de tous les jeux. Par exemple, je joue à Blood Bowl, qui est un jeu de football américain fantastique, où clairement, je pense que le fait de rater son action, ça fait justement de la frustration. Ça fait, à l'inverse, parce qu'on joue en un contre un à ces jeux-là, ça crée de la joie chez l'adversaire. Et du Mm. coup, en fait, pour eux, c'est des moments forts du jeu. Et ils vont pas. Il y a un petit peu, bien sûr, de contrôle aléatoire, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est assez Oui. intéressant, je pense, de se dire aussi que des fois, on a envie de créer de la frustration chez les joueurs parce que ça crée de la joie chez d'autres et ça peut être acceptable aussi. Mm. On retrouve beaucoup ça d'ailleurs dans les jeux un peu compétitifs. Bon, ça se voit un petit peu moins évidemment, mais, euh, mais on a le cas de Dota 2 pour ceux qui connaissent, qui est un jeu vidéo, où il y a certains sorts en fait qui vont étourdir à une certaine probabilité. Et la probabilité est très faible de base, mais plus on va rater, plus la probabilité va augmenter. Et du coup, quand l'étourdissement va se déclencher, effectivement, ça va provoquer beaucoup de joie chez celui qui a lancé le sort, mais aussi beaucoup de frustration chez celui qui se prend le sort. Et ça crée des émotions fortes. Et quand on conçoit un jeu ou un produit, on aime bien les émotions fortes parce qu'elles sont extrêmement mémorables. Et c'est ça qui nous fait parler du jeu, c'est ça qui nous fait parler de l'application, etc. Donc ça peut aussi Ouais. avoir des extrêmes, ça peut aussi être bénéfique dans le sens où on crée des moments. Après, c'est un peu jouer avec le feu aussi, parce que si la frustration est trop grande pour ceux qui perdent, ça va leur faire quitter le jeu, tout simplement. C'était le cas d'un jeu, si je dis pas de bêtises, qui était dans l'univers de Magic, qui est sorti au printemps d'une année, je sais plus quand c'était, c'est il y a quelques années. Jeu un peu type à la Diablo, donc on va dire hack and slash, ce genre de choses. Et en fait, il fallait, je crois, à la fois payer le jeu, à la fois il y avait un Battle Pass, alors on parle d'autre chose, mais un autre modèle de financement. Et en plus, il y avait des récompenses aléatoires à acheter en mode un peu gacha, Mm. qui étaient très très punitifs. Enfin, il fallait vraiment dépenser énormément d'argent pour avoir ce qu'on voulait. Et en fait, c'était juste trop de frustration. Le fait d'avoir peut-être un peu de frustration sur un des modèles économiques, bon, bah, faut bien que le jeu vive aussi, donc faut bien qu'il ait une source de revenus. Et là, le fait que ce soit frustrant sur tous les points de vue, bah, le jeu a été arrêté 6 mois après, ils ont remboursé les joueurs et se sont excusés et puis ont disparu par Mm. la suite. Ah Alors, il oui, y a une autre question effectivement. Ah oui. Bon, de Yassaman. Comment l'aléatoire se manifeste-t-il dans les retours auditifs? Alors j'imagine que c'est tout ce qui est feedback sonore dont tu voulais parler. Ouais. Là, ce sera pas. Enfin, souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est juste qu'on va avoir beaucoup de sonorités quand on gagne. Je pense notamment, si on gagne une machine à sous ou à un tout autre système de machine à sous, on va avoir un son de pièces qui ruissellent ou ce genre de choses. Donc, ou alors le tout petit son pour nous dire que c'est perdu, mais qu'on n'a pas tout perdu et qu'on peut repartir.
Après, ça va vraiment se concentrer sur des retours purs plutôt que sur l'aléatoire en lui-même. Après, sur l'aléatoire en lui-même, ça va plus être des sons pour créer une ambiance, par exemple le bruit du jet de dés ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas de conséquences directes entre l'utilisation du son et l'aléatoire. Juste sur la perception du résultat, il y en a une, mais elle est beaucoup plus ténue sur l'aléatoire lui-même. J'espère que ça répond à la question. Ouais, puis j'ai l'impression qu'en plus c'est vraiment duo avec le côté visuel de toute façon que tu avais montré sur tes slides aussi au départ, par exemple avec Genshin Impact ou des choses comme ça. Exactement, ouais. Ok, super. Du coup, il y a Audrey qui demande si l'IA peut nous aider pour justement cette question d'équilibrage de l'aléatoire. C'est une question super intéressante. Alors, j'ai pas trop creusé le sujet, moi, de façon personnelle. Là, ça va être surtout mon avis à moi. Mais pour moi, l'IA peut aider à avoir une première structure en fonction de ses objectifs, à obtenir en gros une première base de valeur quand on sait vraiment pas où commencer. Mais ça peut aussi aider dans le sens où l'IA peut permettre de tester et de faire des prédictions aussi sur qu'est-ce qu'on gagne quand, comment. Mais personnellement, je pense pas que ça remplacera des tests avec des vrais gens parce que ben, le feeling et comment on ressent cet aléatoire, l'IA pourra pas le mimer. Il pourra aider sur des estimations, sur des choses purement chiffrées, à donner une première base, mais pas du tout à, à trouver en fait le bon équilibre au niveau du feeling. Parce qu'en fait, un équilibre parfait sur un jeu, ça rend le jeu plutôt ennuyant. On le retrouve beaucoup dans les jeux compétitifs comme League of Legends, où ils font exprès de forcer certaines statistiques pour justement pousser les gens à jouer plus. Parce que quand le jeu est parfaitement équilibré, bah, les gens finissent par s'ennuyer, tout simplement. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Complètement. Et puis, pour le coup, moi, j'expérimente un petit peu des choses autour de l'IA en lien avec plus la gamification de mon côté, mais je pense que sur la partie game design, ça va être pareil. En fait, l'IA, elle va pouvoir donner des premiers jets, elle va pouvoir structurer un peu des réflexions. Alors, il faut quand même l'accompagner, lui donner un peu de méthodo, ou lui donner des inspirations vers quoi on a envie de se diriger. Si on lui demande juste de designer un système aléatoire, je pense qu'elle a un peu plus de mal. Mais elle va avoir un peu de mal à parler de ce que ressentent vraiment les joueurs, en fait. Et c'est ça qui est important pour nous, plus que le système à proprement parler. Euh, Après, ça peut être utile. Moi, j'aime bien quand je fais un peu d'aléatoire dans les projets. C'est pas en vrai l'engagement que j'utilise le plus, mais quand j'en fais, j'aime bien faire un peu des stats. Et sur les jeux auxquels je joue, j'aime bien aussi avoir des grilles de stats sur certains résultats. Et du coup, bah, potentiellement, si on n'est pas très bon en bas, je pense que l'IA peut aussi sortir assez vite ce genre de choses, et ça nous évite de le faire nous-mêmes. Mais il y a toujours le risque que l'IA hallucine un petit peu sur certains résultats et soit elle-même biaisée si on lui demande certaines séries ou des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est assez dépendant à la fois du prompt et à la fois de l'IA qui est sélectionnée pour faire les tests. Donc, pour un premier jet, voilà, ça, je pense que ça peut être intéressant, mais dans tous les cas, comme dit l'IA, faut tester, il faut aller voir le ressenti vraiment des personnes qui vivent l'expérience ensuite, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'aléatoire, d'autres expériences peut-être à partager? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. On va attendre encore un petit peu avant de couper le webinaire. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez retrouver l'IA donc, sur LinkedIn ou Instagram. Vous voyez à l'écran comment la contacter. Et puis, si vous êtes intéressé
pour d'autres sujets de gamification, il ne faut pas hésiter à me contacter également. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau webinaire prévu, tout simplement parce que quelques semaines, je vais à l'Udinor à Lille, et donc il y aura plutôt, je pense, des rencontres un peu physiques qui vont se prévoir par là-bas. Que les prochains webinaires, ce sera peut-être fin juin, ou peut-être dans l'été, à voir. Et donc pour l'instant, il n'y en a pas d'autres des questions, donc Lilia, si tu veux partager un mot de la fin, sinon, Déjà, merci pour l'invitation. C'était très sympathique. Je suis contente d'avoir pu échanger sur ce sujet qui vient pas comme ça, qui est pas si évident à la base. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que maintenant vous comprenez mieux l'aléatoire. Et comme l'a dit Alexandre, vous pouvez me retrouver si vous voulez. J'ai fait d'autres petits articles sur d'autres sujets, bon, plus en lien avec le jeu vidéo, sur LinkedIn, mais aussi sur mon Instagram, LilGameUX. Voilà. Merci. super, bah, merci d'être venu partager ta connaissance et ta réflexion sur le sujet, et puis peut-être à une prochaine sur d'autres webinaires. Avec Bonne plaisir. journée à tous. Bonne journée.